Donc je voudrais placer cette communication introductive dans l'horizon d'un centenaire. Il y a un siècle, en mars 1913, Stravinsky créait au Théâtre des Champs-Élysées à Paris le Sacre du Printemps, rituel saisissant que redonna à voir sur les lieux du crime, si je puis dire, en mai dernier, la canonique mise en scène de Nijinsky, où une victime choisie en raison de sa fatigue, de ses chutes successives dans la danse qui prélude à sa sélection, va devenir l'objet d'une attention collective et fascinée de la part des danseurs, avant d'être divinisée devant nos yeux. Ainsi, l'œuvre révolutionnaire de Stravinsky révèle et cache à la fois le meurtre fondateur. L'euphémisation chorale fait parler d'une danse de l'élu, origine hallucinée, là où il y eut tout simplement un sacrifice. Tout comme ces vierges mises à mort avant les guerres ou les chasses dans la Grèce archaïque, ce rituel spectaculaire annonçait à son tour le déferlement d'un conflit qui allait précipiter l'Europe dans la ruine. C'est en ce lieu que nous nous situons un siècle plus tard, dans le retard, la différence indéfinie d'une violence nucléaire qui constitue désormais notre horizon. Le sacré a fait retour, ou plutôt nous survivons, comme le dit souvent Jean-Pierre Dupuy, dans le frein que nous opposons au retour de sa violence. C'est ce que suggérait également en 1987, en présence de René Girard à Stanford, une communication de notre ami Andrew McKenna, l'un des inspirateurs du présent colloque, avec François Sebas, Emanuele Antonelli et moi-même, Supplement to Apocalypse, Girard and Derrida. Au-delà des lignes de fracture, des divergences irréductibles qu'il y a entre une déconstruction de la mythologie d'une part et une déconstruction de la philosophie de l'autre, ce texte, s'appuyant sur l'anthropologie générative d'Eric Gans, dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui, personnalité décisive dans le dialogue que nous reprenons aujourd'hui, texte qui donc proposait un scénario à la fois simple et complexe. À l'issue du meurtre de la victime, l'attention collective dont son cadavre est l'objet de la part des meurtriers unanimes retient le geste de l'appropriation, retardant ainsi la guerre de tous contre tous. C'est dans l'espace ouvert par cette différence que jaillissent les significations et que l'histoire devient possible. Les pensées réaccordées de Girard et Derrida, tentant de saisir une impossible origine, ou une origine toujours à l'état de trace, font ainsi signe, comme nous le dira Gérard Buchet, vers un autre commencement, une proto-origine en deçà de la métaphysique occidentale, et vers une fin, pour le meilleur ou pour le pire, des effets sacrificiels du langage et de la culture. En attendant, si je puis dire, c'est dans la non-présence de cette origine, ou dans la relation que nous avons à cette absence, que peut avoir lieu la représentation, l'expulsion maintenue, la distance gardée à l'égard du sacré, en d'autres termes, une croyance collective conjurant le retour de la guerre de tous contre tous. Je voudrais revenir plus modestement, en ce qui me concerne, à l'origine de la relation de Girard et de Derrida. Les deux hommes se rencontrent la première fois à Baltimore, en octobre 1966, pour le colloque historique organisé par Girard, Donato et Maxé, colloque qui va lancer la pensée française aux États-Unis, et auquel assistèrent quelques personnes présentes dans cette salle, dont Andrew McKenna, président de cette matinée. Nous avons donc ici, aux trois sens du terme, une relation à l'origine. Relation entre deux hommes à l'origine d'un moment décisif de la pensée de l'après-guerre, appelons-le le post-structuralisme, comme disent nos amis américains. Relation qui se situe à l'origine de deux pensées, et relation de ces deux pensées à l'origine. J'évoquerai donc ici, sans jamais vraiment les séparer, les trois sens imbriqués de cette relation. Il est significatif que si Girard cite souvent Derrida dans ses livres, celui-ci, en revanche, n'a jamais, à ma connaissance, cité Girard. La relation entre ces deux penseurs semble donc asymétrique. Tout se passe, en effet, comme si Girard était très vite hanté par Derrida, et que Derrida, de son côté, avait fini par ignorer Girard. Une première explication s'impose. Girard est trop mimétique pour ne pas avouer cette hantise, et Derrida, trop phénoménologue ou trop cartésien, en un certain sens, pour ne pas faire fond sur la solitude autocentrée d'un cogito, fût-il déconstruit. Le mérite de Girard est donc de se situer d'emblée dans la relation qui le lie à son autre, et le défaut de ce mérite, en quelque sorte,
dans le rapport trop polémique peut-être de sa pensée à celle de cet anti-modèle que Derrida, ou plutôt les Derridiens, vont devenir pour lui. Le mérite de Derrida serait alors de n'être pas entré dans cette polémique où bien des propos de Girard auraient pu le conduire, et son défaut, du coup, d'avoir feint d'ignorer la force de la déconstruction girardienne au point de cesser de dialoguer avec elle. Tout avait bien commencé pourtant de 66 à 68, entre le colloque de Baltimore et la parution de la pharmacie de Platon. Les deux chercheurs prenaient alors leur départ à partir d'une critique commune de l'origine et du sentiment de l'urgence qu'il y avait à sortir des cadres de l'hégélianisme, dernière guise de la métaphysique, imposant une maîtrise, une hiérarchie du sens. Cette théodicée de l'esprit reconduisait, selon Derrida, c'était l'un des objets de son texte à Baltimore, une métaphysique dont il fallait sortir pour s'accorder à une origine beaucoup plus paradoxale, une origine problématisée, à même de libérer la philosophie des cadres de l'ontothéologie et lui permettant de s'adapter à ce que le siècle avait d'imprévisible. À tout cela, Girard, écoutant Derrida, ne pouvait qu'abonder, qui salua cette communication comme l'un des meilleurs textes de son interlocuteur. Il y eut donc de fait une relation forte entre les deux penseurs. Leur première rencontre et la courte correspondance qui s'ensuivit, destinée à organiser la venue de Derrida pour un enseignement à Hopkins en 68, témoignent d'une réelle estime et d'une admiration mutuelle. Derrida, en effet, s'enthousiasme dans une lettre du 9 novembre 67 pour un article de Girard à paraître dans Critique, symétrie et dissymétrie dans le mythe d'Oedipe, et écrit alors à ce dernier, je cite, que tout ce qu'il essaie de faire découle en droite ligne du texte de René Girard. On devine donc que les deux hommes, sans doute dans la suite de la communication de Vernon à Baltimore sur la tragédie grecque, et l'idée magnifique d'un Oedipe sans complexe, ont partagé des réflexions sur le pharmakos. La paternité de l'exhumation de cette victime athénienne est attribuée par Girard à Derrida et Vernon, ceci dans une lettre de 72 à Pierre Paché, reproduite dans les cahiers de Lerne. Ce concept que Vernon et Derrida ont, selon Girard, je cite, remis en circulation, n'est pas pour lui essentiel. Girard, étudiant les phénomènes de symétrie dans le mythe d'Oedipe, n'en est pas moins très proche du noyau de sens dont s'approchent alors ses concurrents et auquel il va donner la force d'un mécanisme beaucoup plus que d'un simple thème. Il est donc probable que Girard a évoqué cette recherche avec Derrida et peut-être aussi avec Vernon dans les couloirs de Hopkins. Malheureusement, mes questions à mon ami McKenna sont restées sans réponse puisque Andrew n'était pas dans la salle où on discutait après les moments du colloque. Dans cette hypothèse, Derrida partagerait alors avec Girard la découverte du rôle structurant du pharmacone dans le discours de la métaphysique occidentale. De son côté, Girard, déjà enthousiasmé par la communication de Derrida en 1966, le sera tout autant à la lecture de la pharmacie de Platon, livre qu'il qualifie d'éblouissant dans la violence et le sacré. On le voit, l'enthousiasme des deux chercheurs est à l'origine de leur objet, qui n'est rien moins que leur commune découverte d'une voie d'approche de l'origine de la mythologie d'une part, de celle de la philosophie d'autre part. Relation complexe aussi, et qui va fonder dans un rapport de hantise ou d'indifférence affichée deux œuvres singulières et symétriques, donnant parfois l'impression de se renier comme deux aimants qui se repoussent. Il n'est pas innocent de ce point de vue que Girard, dans une conférence très derridienne, donnée à l'occasion d'un colloque organisé par Jean-Pierre Dupuis à Stanford en 87 et qu'il intitula Origins, a View from the Literature, souligne conjointement le primat de la relation et d'une relation polémique à l'origine de toute pensée et le primat de la mimésis à l'origine de toute institution. Transposant le propos sur le plan biographique, on peut dire que Girard vit intimement dans ses rapports de compétition universitaire les effets d'une violence qu'il va alors naturellement placer au commencement des sociétés humaines. Le silence de Derrida à l'égard de Girard, qui lui ouvrit l'Amérique et peut-être aussi l'une des clés de sa pensée, pourrait alors venir en retour de la loi selon laquelle on ne remercie jamais son créditeur. Mais Girard avoue sa dette quand Derrida la dissimule. Girard ne cesse de définir l'origine comme mimétique quand Derrida la déclare introuvable. On peut ainsi interpréter la violence polémique de Girard à l'égard de son interlocuteur comme un effort pour se réapproprier son bien, objet d'autant plus désirable que le médiateur se refuse à le lui rendre, et refus d'autant plus fondé que l'objet est commun aux deux penseurs. Revenons un instant
à la conférence derridienne de Girard en 87. Si ce dernier y affirme, je cite, que l'analyse du supplément est la contribution la plus originale de la déconstruction, car elle mord sur un nombre incroyable de phénomènes culturels, il ne ménage pas ses critiques à l'égard des déconstructeurs. Arrêtons-nous donc un instant sur la conclusion de cette communication de Girard, donnée à Stanford 20 ans après sa rencontre avec Derrida. Le rôle des relations humaines dans toute pensée est sans doute beaucoup plus important qu'on ne l'a jamais réalisé. Il est possible que la philosophie reflète des formes de conflit et de compétition intellectuelle tout à fait différentes bien sûr des phénomènes de foule, mais qui ne sont pas en rapport avec eux. Si j'avais à donner une étiquette sur le fond relationnel de la philosophie, je le qualifierais de polémique. Derrida, après de nombreux autres, fait apparaître ce fond polémique à propos de Platon. Les polémiques de la philosophie viennent peut-être de la violence de la mythologie, et cette continuité pourrait être l'un des sens du fameux fragment d'Héraclite disant que Polémos est père et roi de tout. Nous autres universitaires savons tous que la pensée est fondamentalement polémique, et cela à toutes les époques. Et si la pensée ne peut pas se trouver un ennemi extérieur, elle se prendra elle-même comme victime et s'auto-détruira, comme elle le fait souvent à notre époque. Petite pique typiquement girardienne à l'égard des déconstructeurs. Un peu plus loin, ce qu'on appelle le supplément représente, dans une structure statique, une configuration synchronique, un processus de crise et de restructuration qui reste trop incomplet et trop insuffisamment temporalisé pour faire apparaître deux structures séparées. Je précise donc une structure centrée et une structure décentrée, une structure statique et une structure dynamique, une structure synchronique et une structure diachronique. Il est évident que Girard ici critique la structure encore trop statique, selon lui, de la déconstruction derridienne. Je reprends. Et nous n'avons pas encore appris à lire les diverses sortes de suppléments comme une trace du passage de l'une à l'autre structure. Girard de dire, je laisse à Andrew McKenna le soin de me dire combien il y a de Derrida dans cette dernière phrase. Un texte, dit-il enfin, s'organisera lui-même comme une machine supplémentaire, supplementary machine, si son écriture reflète une hésitation entre deux centres, le centre de gravité officiel de l'auteur et l'objet de sa fascination, de ce qu'il rejette délibérément. Présence spectrale, on le voit, de Derrida dans la pensée de Girard, qui témoigne à la fois d'une lecture attentive et d'une interprétation originale du geste de son interlocuteur. Girard ne retient cependant ici des deux textes de Derrida, celui de Baltimore en 1966 et La pharmacie de Platon, que l'extériorité du centre par rapport à la structure. Il importe de rappeler que cette extériorité n'est pas la même dans le texte de Baltimore et dans La pharmacie de Platon. Dans le premier, Derrida décrit la façon qu'a eue la métaphysique d'échapper à ce qu'il appelle la structuralité de la structure pour préserver, je cite, une histoire du sens dont on peut toujours réveiller l'origine ou anticiper la fin dans la forme de la présence. Dans le second texte, Derrida décrit cette extériorité comme l'effet d'un travail constitutif de la philosophie repoussant aux marges ou sacrifiant son origine déniée. Que s'est-il donc passé entre ces deux textes? Il n'est pas absurde d'y supposer des discussions avec Girard. Car lorsque ce dernier parle, en évoquant Derrida, de structure décentrée, en 87, c'est à cette expulsion de l'expulsion, constitutive du discours philosophique, qu'il fait évidemment allusion. La présence pleine et hors-jeu du texte de 66 est donc devenue 2 ans plus tard, et cela peut-être sous l'influence de Girard, la trace du pharmakos rituellement immolé, cicatrice d'une mise à mort qui hante le discours philosophique, travaillant à expulser son supplément et construisant par là même une hiérarchie du sens que ce discours à dessein refuse d'interroger. Girard affirme dans sa communication de 87 que toute pensée qui refuse de s'avouer décentrée ou qui n'est pas dans un rapport polémique conscient avec son autre et se prétend donc auto-centrée est vouée à l'autodestruction. Saisissante définition du relativisme. Une pensée qui, parce qu'elle est incapable de duel, finit par se prendre elle-même comme victime et se tire littéralement une balle dans le pied. C'est pourquoi toute pensée qui n'aura pas douloureusement traversé l'épreuve de la mimésis
du face-à-face et de la comparaison, se condamne à l'échec, à l'imitation inconsciente, ou, ce qui revient au même, au systématisme. Girard reconnaît dans sa conférence de 87 l'apport majeur de la logique du supplément dans l'intelligence du rôle structurant joué par la victime émissaire et par la victime rituelle, ces deux dangereux suppléments dont le cadavre prouve à lui seul qu'il n'y a pas de bonne origine. Mais en saluant Derrida, Girard attaque en même temps l'entreprise de la déconstruction qui a trop vite, selon lui, viré en doctrine philosophique ou en système et oublié la logique mimétique dont il pense, en lecteur attentif de la pharmacie de Platon, qu'elle est à l'origine de l'intuition du pharmacone. La logique du supplément est mue par la logique mimétique, et non l'inverse. La compétition philosophique, non seulement n'est pas étrangère au phénomène de foule, mais, suggère Girard, s'enracine en eux. La rationalité qui émerge alors de la déconstruction girardienne de la mythologie se veut ainsi plus radicale et plus universelle que celle que libère une autre déconstruction qui, trop vite selon lui, se limite à la philosophie, reste enfermée dans ce cercle et finit par tourner en rond. Le geste de Girard est donc à la fois audacieux, mais aussi naïf, puisqu'il ignore ou feint d'ignorer que la mythologie est elle aussi une construction de la métaphysique occidentale. Derrida a de son côté parfaitement entrevu la logique mimétique lorsqu'il fait apparaître que le sophiste est le double maudit du philosophe, et que c'est dans l'exclusion de cette caricature que se constitue le discours philosophique. Il a également bien entrevu que c'est dans l'expulsion du double que se reconstituent les différences. Il passe donc très près de l'hypothèse mimétique qu'il connaît sans doute par Girard, hypothèse selon laquelle la mimésis est à l'origine, ou plutôt est un commencement sans origine, un duel inaugural. Mais, et c'est aussi l'intérêt d'une approche proprement biographique, Derrida manque aussi cette hypothèse en dissimulant sa dette à l'égard de Girard, aucune trace en effet de cette logique mimétique dans les textes ultérieurs. On le voit, Girard a donc fait sienne, 20 ans après la rencontre, la langue de Derrida pour la faire légitimement servir ses desseins. Son éloge de 87 est donc ambivalent. Girard achève Derrida en revenant à l'origine de leur dialogue et par là en remontant à l'origine, au fondement paradoxal qu'est pour lui la mimésis. Quel est donc le geste de Derrida que Girard imite et fait par là même apparaître? Pour le saisir, il nous faut revenir à la scène originaire du colloque de Baltimore. C'est à ce moment-là que tout se joue en effet, tant pour l'un que pour l'autre. Et c'est peut-être Girard, en tant qu'organisateur de l'événement, qui nous donne la clé de cette rencontre. Nous trouvons en effet, dans l'un de ses derniers entretiens, Les origines de la culture, paru en 2004, un nouvel éloge de Derrida, 40 ans cette fois, après la rencontre de Baltimore. Je cite Girard. Beaucoup de gens voyaient ce colloque comme un événement fondateur. Toutes les sommités sur le sujet étaient là, excepté Claude Lévi-Strauss. Quand il a annulé son voyage, je ne savais pas qui inviter, et j'ai appelé Michel Deguy. Il m'a dit que Derrida allait publier des textes marquants dans les 2 prochaines années, et nous l'avons invité. Il était le seul, en fait, à tenir tête à Lacan, et la conférence de Derrida à Hopkins est, me semble-t-il, l'un de ses meilleurs essais. Toutes les sommités étaient là, excepté Claude Lévi-Strauss. Où l'on voit que la relation originaire de Girard à Derrida, ces deux assassins de la différence, pour reprendre une expression de Girard, dans La violence et le sacré, l'un cherchant à penser l'indifférenciation, l'autre la différence avec un A, éclaire l'origine de leurs 2 œuvres. La révélation est tout sauf anecdotique. Derrida, nous apprend Girard, prend la place de Lévi-Strauss lors de cet événement fondateur. Il le supplée, le supplémente ou se substitue à lui. Très dangereux supplément en fait. Rusé ce Derrida, dira même Jean-Piel à Girard l'année suivante. Puisque ce que vient annoncer aux États-Unis le père de la déconstruction n'est rien d'autre que le post-structuralisme ou la sortie de l'anthropologie structurale qui aura jusqu'alors été au centre des sciences humaines. C'est donc par un déplacement insensible que l'éloge solennel de Claude Lévi-Strauss se transforme en plaidoyer pro-domo. Écoutons Derrida. Si nous considérons maintenant, à titre d'exemple, les textes de Claude Lévi-Strauss, c'est surtout parce qu'un certain choix s'est déclaré dans ce travail et qu'une certaine doctrine s'y est élaborée de manière précisément plus ou moins explicite quant à cette critique du langage et quant à ce langage critique dans les sciences humaines. Tout est dit dans ce plus ou moins explicite
que Derrida souligne lui-même de ce manque au cœur de la théorie structurale, où Derrida va s'engouffrer et Girard à sa suite. Il y a une sortie de la métaphysique qui n'est pas achevée chez Lévi-Strauss, qui pourtant contribua grandement à la rupture évoquée avec solennité au début de sa communication par Derrida. Mouvement inachevé, car Lévi-Strauss travaille encore avec, je cite, les moyens du bord, bricole dans les termes des distinctions, dans les termes des vieilles distinctions de la métaphysique, comme celles de nature et de culture, par exemple, que la découverte du scandale de la prohibition de l'inceste ont pourtant rendu caduques. C'est donc un tuilage qui s'opère à ce moment précis de l'histoire des sciences humaines et de leur passage à l'Amérique. Derrida achève Lévi-Strauss devant Girard qui s'apprête à achever Derrida. Le premier achèvement consiste à sortir de la nostalgie rousseauiste de l'origine que Derrida repère encore chez Lévi-Strauss. Si Lévi-Strauss, dit-il, mieux qu'un autre, a fait apparaître le jeu de la répétition et la répétition du jeu, on ne perçoit pas moins chez lui une sorte d'éthique de la présence, de nostalgie de l'origine, de l'innocence archaïque et naturelle, d'une pureté de la présence et de la présence à soi dans la parole. Éthique, nostalgie et même remords qu'il présente souvent comme la motivation du projet ethnologique lorsqu'il se porte vers des sociétés archaïques, c'est-à-dire à ses yeux exemplaires. Derrida, après un éloge apparemment sans mesure du père des sciences humaines, porte à Lévi-Strauss un coup fatal en l'attaquant au point ultra-sensible, au point de fragilité et d'élégance en même temps, qu'est sa fidélité sans faille à Rousseau. D'où la perplexité de certains observateurs américains devant ce colloque censé leur apporter la bonne nouvelle structuraliste. La violence prétendue de Girard à l'égard de Lévi-Strauss n'a donc d'égal que celle de Derrida, qui seule la rend possible. Girard ne peut qu'avoir compris tout de suite qu'il était trop proche de Derrida. En d'autres termes, que ces deux fils de Lévi-Strauss sont entrés dans une compétition intellectuelle dont les enjeux ne sont rien moins qu'une sortie du structuralisme. La réponse ne se fera pas beaucoup attendre. Le mouvement girardien n'aura rien de la nostalgie rousseauiste de l'origine que Derrida critiquait chez Lévi-Strauss. L'écriture ou la supplémentarité derridienne lui a permis de faire son deuil de cette origine-là. Girard, par contre, écoutant Derrida parler en 1966, n'a pu qu'être intrigué, voire heurté, par son éloge ambigu de Lévi-Strauss. Je cite à nouveau Derrida. « Il n'y a pas d'unité ou de source absolue du mythe. Le foyer ou la source sont toujours des ombres ou des virtualités insaisissables, inactualisables et d'abord inexistantes. Il faut donc renoncer ici au discours scientifique ou philosophique, à l'épistémé qui a pour exigence absolue, qui est l'exigence absolue de remonter à la source, au centre, au fondement, au principe, etc. Par opposition au discours épistémique, le discours structurel sur les mythes, le discours mythologique, doit être lui-même mythomorphe. Que fait ici Derrida? Sinon louer Lévi-Strauss de sortir de la mythologie en construisant une autre. L'imitateur inconscient qu'il est alors ressemble sans le savoir à celui qu'il critique, lui qui cherche à sortir de la philosophie tout en continuant d'en faire. Derrida avoue ici qu'il a peur de faire trop violence à la philosophie. Sa déconstruction est ironie nietzschéenne par rapport aux prétentions métaphysiques, mais elle n'a rien de la violence toute pascalienne dont va user Girard 4 ans plus tard en cherchant précisément à faire ce que Derrida dit qu'il ne faut pas faire. En cherchant, je recite, à centrer un langage décrivant une structure acentrique, en cherchant à ne pas renoncer au discours scientifique ou philosophique, qui est l'exigence absolue de remonter à la source, au centre, au fondement, au principe, etc. La double revendication, à la fois prophétique et scientifique de Girard, s'enracinera donc en partie dans cette relation polémique à son complice post-structuraliste, dans cette réappropriation que Girard cherche à faire de sa propre intuition étouffée par le succès de la déconstruction. Résistant à ce mouvement, en publiant La violence et le sacré, Girard revient en effet au centre, à la victime émissaire, comme centre de signification. Comment donc va-t-il s'y prendre pour déconstruire la déconstruction? Tout d'abord, en prenant acte de la critique derridienne du signifié transcendantal, de la présence originaire, en sortant donc du rousseauisme de Lévi-Strauss. Girard accepte volontiers de renoncer à cette présence-là
qui est présence mythique ou mythologique. Et c'est à dessein qu'il parlera dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, en 78, non pas d'un signifié, mais d'un signifiant transcendantal, pour définir la victime émissaire, supplémentée par la victime rituelle, ceci dans une double substitution qui n'est rien d'autre qu'une double supplémentarité, une trace de trace. Mais en même temps qu'il s'appuiera sur la critique déridienne de Lévi-Strauss et sur la logique du supplément, Girard va achever le mouvement de Derrida en revenant à une toute autre parousie, à la présence croissante d'une autre transcendance au sein du mécanisme victimaire, transcendance indiquée par l'innocence absolue et de plus en plus révélée de la victime émissaire. Si Girard accepte en effet l'idée qu'il n'y a pas de pleine présence à l'origine, montrant que les dieux ne sont que des transformations hallucinées, des interprétations collectives de la trace victimaire, il va conférer en revanche, diachroniquement, une présence croissante à cette architrace qu'est la croix, révélant l'innocence absolue de toutes les victimes émissaires. Girard replace ainsi cette présence au centre de la structure qui l'excluait, remplaçant une solidarité exclusive par une solidarité inclusive qui est exigence absolue de charité. Il n'est donc pas sorti des cadres de la métaphysique, puisque la raison apocalyptique qu'il dégage alors n'est autre que la présence croissante, au cœur d'une histoire sapée par la révélation de son moteur sacrificiel, d'un Dieu qui vient de plus en plus à l'homme et de moins en moins de l'homme. Une messianité pas si éloignée, me semble-t-il, nous aurons à en parler aujourd'hui, de celle que Derrida thématisera à la fin de sa vie. Le mouvement girardien n'aura donc rien d'une régression, d'un retour à la métaphysique théologique et eschatologique, critiquée par Derrida en 1966. Il achève Derrida dans le bon sens, si je puis dire. Il constitue un nouveau déplacement, une rupture, que Derrida d'ailleurs avait bien entrevue en lisant l'article de Girard sur Oedipe Roi. Tout ce que j'essaie de faire, lui écrit-il alors en 1967, paraît découdre en droite ligne de votre texte, nous aurons à en reparler. Qu'est-ce à dire ? Sinon que Girard est remonté en amont de la mort de Socrate, dont Derrida affirme qu'elle est le point d'origine de la philosophie. Ce dernier sent peut-être alors que c'est l'hypothèse mimétique qui va le plus loin dans ce projet de sortie de la métaphysique. Ceci grâce à une anthropologie de l'origine qui ne tombe en aucun cas sous le couperet de la déconstruction de la présence. En cherchant à déconstruire la mythologie plus encore que la philosophie, Girard cherche à revenir en amont du geste inaugural de la métaphysique, rien moins qu'à l'origine des sociétés humaines, mais aussi à descendre en aval, puisqu'il veut mettre au jour la structure messianique du temps qui fonde, selon lui, l'histoire occidentale. Les deux hommes ont peut-être parlé de cela à Baltimore en 1966, puisqu'ils correspondent ensuite sur, je cite Derrida, tant de problèmes communs et d'inquiétudes partagées. Confirmant à son interlocuteur le changement de plan qu'il cherche à opérer, Girard invite alors Derrida à lire les prophètes. On devine pourquoi, à la lecture de La violence et le sacré, où l'intuition prophétique sera définie comme plus radicale, allant plus loin que l'inspiration tragique dans la perception de l'identité de tous les hommes. Derrida décline pourtant la proposition de Girard et lui fait cette réponse prémonitoire quant à l'avenir de l'entreprise girardienne. Aurais-je un jour la force et le temps, avant de mourir, de lire les prophètes ? Il le faudrait, et j'en suis comme vous convaincu. Mais j'ai comme le sentiment que le résultat en serait absolument imprévisible. Si Freud, par exemple, ou Heidegger a été pensé et présitué par l'ouverture prophétique, celle-ci doit être telle que la religion, et non seulement la théologie, ne s'y retrouveront pas. Girard lui aurait-il alors fait part de son retour à la foi chrétienne ? Peut-être. Et la fin de leur relation signifierait alors celle d'un dialogue qui ne pouvait qu'être philosophique ou cesser d'être. Mais Derrida ne veut-il pas aussi faire entrevoir à Girard les démêlés qui l'attendent avec les théologiens ? Manière alors de se désolidariser discrètement de ce que son interlocuteur commence à faire. Derrida voit bien en effet que l'auteur à venir de La violence et le sacré s'aventure en dehors de la philosophie, mais sans les moyens du bord que Derrida comme Lévi-Strauss ont prudemment continué d'utiliser. C'est à dessein, se souvenant peut-être aussi du texte de Baltimore et de cette allusion au bricolage lévi-straussien, que Girard intitulera l'année de la mort de Derrida en 2004
Les moyens du bord, sa conclusion des origines de la culture, livre au terme duquel il polémique avec Régis Debray, véritable adversaire cette fois, qui met en doute jusqu'à la rationalité de l'entreprise girardienne. On ne peut que regretter alors que nos deux déconstructeurs aient depuis trop longtemps cessé de dialoguer. C'est en effet au contact de Lévinas, cette fois, et en abordant la question de la messianicité sans messianisme, que Derrida s'aventurera à son tour sur la voie d'une sorte de théologie négative que François Sebas éclairera aujourd'hui. Spectre de Girard alors chez Derrida? Rien n'interdit de le penser. Il est évident qu'une approche comparative ouvrirait ici de belles perspectives, car l'amertume, voire parfois le ressentiment qu'on sent poindre chez Girard à l'égard de Derrida, vient très probablement de ce dialogue inachevé. Je vous remercie. Enfin, on se fait entendre par ce micro. Moi j'ai écouté, enfin, c'est pas trop dur pour la salle. Il y avait ce vombrissement, boum, boum, boum. Non, pas de problème. Bon, ça va. Alors, j'ai des appareils auditifs, je suis sur une autre planète acoustique. Bon, on va passer au prochain conférencier, et puis après, on aura au moins 10 minutes pour discussion, questions, etc. Je veux dire, voici Stéphane Vinolo, qui est professeur à la Regent's University à Londres, auteur de René Girard, Épistémologie du sacré, et René Girard, du mimétisme à l'hominisation, la violence différente. Merci beaucoup. Puisque ce colloque se propose de rapprocher les pensées de Jacques Derrida et de René Girard, nous pourrions choisir de développer en réalité de très nombreux points, peut-être même de trop nombreux points. Leurs deux pensées peuvent être rapprochées sur plusieurs enjeux conceptuels majeurs. L'importance, par exemple, qu'elles accordent aux analyses du concept de pharmacone, leur doute commun quant à la possibilité même de distinguer une bonne violence d'une mauvaise violence, leur utilisation abondante des morts qui s'attardent, des revenants, qui partout hantent déjà nos monuments culturels, l'obsession enfin peut-être généralisée de la violence et leur vision commune du rôle pacificateur de la pensée. Mais nous pourrions même imaginer, à un niveau peut-être moins philosophique, une biographie intellectuelle croisée, montrant comment, par exemple, Girard a contribué grandement à l'introduction des thèses de Derrida aux États-Unis. Ou nous pourrions même nous interroger sur le fait que ni l'un ni l'autre n'ont jamais pu être professeurs des universités en France, malgré leur immense rayonnement international. Ainsi, qui souhaite lire en parallèle Girard et Derrida a en réalité l'embarras du choix et ne sait réellement par où commencer, puisque aucun des thèmes possibles ne semble s'imposer plus qu'un autre. Ne sachant à mon tour par où commencer, je me propose d'interroger ici la possibilité même de le faire, c'est-à-dire de mettre en parallèle ce que commencer veut dire dans chacune de leurs œuvres, en mettant au jour leur pensée paradoxale de l'origine. À coup sûr, nous croyons tous vivre les premières fois, des moments qui se donnent à nous sous la modalité de l'origine, que ce soit un baptême de l'air, un premier cours, une première conférence à la BNF, ou même une première relation sexuelle. Il nous est facile de penser que notre vie est parsemée de premières fois, et même en réalité totalement rythmée par celle-ci. Ce sentiment de la première fois n'est d'ailleurs pas qu'un simple sentiment, puisque la première fois est prolongée dans de nombreuses philosophies par une utilisation abondante de concepts y renvoyants. Nous retrouvons là tous les philosophes, aussi différents soient-ils, qui pensent sans cesse à l'aune de concepts tels que ceux de création, comme la théologie catholique la plus dogmatique, ou la philosophie de Deleuze. Les philosophies aussi qui pensent à l'aune de concepts tels que ceux d'original et de double, comme le fait l'idéalisme platonicien le plus massif et strict, ou encore le matérialisme de Clément Rosset.
C'est aussi le cas des philosophies qui pensent à l'aune de contrat social, de naissance, ou encore plus récemment à l'aune du concept d'événement, comme le fait par exemple la philosophie catholique de Jean-Luc Marion ou la philosophie maoïste d'Alain Badiou. Il faudrait là rassembler les philosophes qui, de Platon jusqu'à Clément Rosset, croient qu'il y a des choses incontestablement premières, pour ne pas dire pures, à partir desquelles il nous faut commencer ou vers lesquelles nous devons inlassablement remonter. Cette pensée de l'origine étant un fantasme partagé par tous, Girard et Derrida n'y échappent pas. On se rappellera ainsi qu'en 2004, Girard publie des entretiens dont le sous-titre de la version anglaise est bien « Dialogue sur les origines de la culture ». De même, en 1991, Derrida publie dans « Donner le temps » des analyses extrêmement surprenantes sur la possibilité d'un don pur et premier, c'est-à-dire un don non contaminé par un contre-don duquel il ne serait qu'une réponse seconde. Il y a donc bien aussi chez Girard et Derrida le fantasme de l'origine et de la première fois. Fantasme peut-être le plus vieux de l'humanité, puisque fantasme finalement de ce qui est non souillé, de l'hymen non rompu, c'est-à-dire de la virginité. Bien sûr, on ne saurait limiter la pensée de l'origine à ce fantasme, puisque nous savons tous, par ailleurs, que Girard et Derrida sont aussi des penseurs ayant déconstruit l'origine, non pas tellement d'ailleurs, comme nous verrons, en inversant les hiérarchies traditionnelles, mais en les annulant. Il suffit pour cela de se souvenir combien Derrida critique la primauté de l'œuvre sur ses cadres dans La vérité en peinture, dont la première phrase, je vous la cite, « Disons que pour m'en tenir au cadre, à la limite, j'écris ici 4 fois autour de la peinture. » Et de fait, Derrida n'aura peut-être jamais fait rien d'autre que d'écrire autour. C'est aussi le cas de la pensée de René Girard, qui met à mal la pensée d'un désir individuel, premier et autonome, en le perdant toujours déjà dans les boucles de la spirale mimétique. Il y aurait donc peut-être, pour reprendre ici une expression de Charles Ramon qui nous accompagne aujourd'hui, 2 philosophies de Derrida. Et pourquoi pas alors aussi 2 philosophies de Girard. L'une relevant du fantasme et nous tirant inexorablement du côté de l'origine. L'autre, au contraire, rationnelle et argumentée, refusant la possibilité même de toute origine pensable. À moins que nous puissions montrer, et c'est évidemment ce que je vais tenter de faire aujourd'hui ici, que nous pouvons tenir ensemble ces 2 moments au sein d'une conception unique de l'origine qu'il nous faudra alors mettre au jour. Il ne s'agit donc pas pour moi ici de dire et de m'amuser à relever les contradictions au sein de ces 2 philosophies, ni même de dire qu'elles sont grosses de 2 conceptions irréconciliables qu'il faut articuler dialectiquement. Non, puisque la déconstruction n'est pas seulement le renversement des hiérarchies, mais leur annulation même, c'est ce geste que je me propose de reproduire ici, au sein même des œuvres, sur 2 pensées contradictoires de l'origine. Ce qui me permettra, ce faisant, de préciser aussi ce qu'est le geste même de la déconstruction. Qu'il y ait des traces d'une origine fantasmée dans la pensée de Girard, nous ne saurions le nier, et ce, à plusieurs niveaux. On rappellera d'abord qu'il serait pour le moins surprenant qu'un penseur catholique, mettant donc au centre de sa vie une conversion que l'on retrouve de façon explicite dans le titre anglais de sa biographie intellectuelle « Les origines de la culture », dont le véritable titre est bien « Évolution et conversion », il serait surprenant donc qu'un penseur catholique puisse rejeter toute pensée de l'origine. Si nous pensons en termes de conversion, il faut bien assumer qu'il y a la possibilité de rupture qualitative radicale dans le cours de la vie d'un homme. Sans vouloir tirer Girard vers une conversion quasi mystique, comme le fut celle de l'évêque d'Hippone, penser en termes de conversion, c'est toujours aussi penser en termes d'origine, puisque c'est penser en termes de renaissance et littéralement d'homme nouveau. Or, un catholique peut difficilement se passer d'une telle conception, d'un appel originaire et premier,
auquel, en un sens, toute sa vie ne fait que répondre. Cela est inévitable. Et pour parler ici d'un autre penseur catholique qui m'est cher, on ne s'étonnera pas de voir que Jean-Luc Marion, qui a développé toute une philosophie de la secondarité, dans laquelle tout prend la forme de la réponse, non seulement donc de la donation, mais aussi et surtout de la donation, et décidé de donner pour titre à l'introduction de son livre étant donné, non pas introduction, mais réponse préliminaire. Réponse seconde donc à un appel premier. Mais cette pensée fantasmée de l'origine se retrouve aussi dans les textes mêmes de Girard, et ce, à au moins 3 niveaux sur lesquels je reviens rapidement. Tout d'abord, il y a dans l'œuvre de Girard quelque chose que nous pourrions nommer une épistémologie selon l'origine, une épistémologie pleinement morphogénétique. Tout ce que semble chercher Girard a bien le caractère d'une origine. Origine de la culture, origine des mythes, origine des interdits, origine de la violence, origine du désir. Girard semble convaincu, tout au long de son œuvre, par l'idée selon laquelle expliquer est un processus génétique de quête de l'origine des phénomènes. Or, on oublie souvent que cela ne va pas de soi, et que certains de ses adversaires les plus célèbres préféraient, lors de la publication de La violence et le sacré, chercher non pas des processus génétiques, mais des processus structurels. La méthode girardienne est ainsi hantée par l'origine au niveau de sa méthode. L'origine de la culture, thème central à toute l'œuvre de Girard, laisse elle aussi poindre une certaine rupture radicale que l'on peut penser en termes d'origine. Tout semble donné en un seul moment, d'un seul coup. Le retour à la paix, la vénération des dieux, les rites funéraires, enfin et surtout le langage et le symbolique. Avant le meurtre, il n'y avait rien, après le meurtre, il y a tout. Je remarque d'ailleurs, pour aller dans ce sens, que la culture, avec un grand C, chez Girard, fait bien suite à ce que lui-même désigne en termes de catastrophe. Je cite les origines, page 160. Le langage et l'affaire symbolique n'ont pu être engendrés que par une catastrophe. Cette catastrophe, c'est la crise mimétique. Il faut donc, ce tout à coup et ce tout d'un coup de la culture n'est d'ailleurs pas anecdotique, puisqu'il permet paradoxalement à Girard de présenter une théorie bien plus plausible que celle des théories du contrat. On se souviendra ici du paradoxe inéluctable de toute théorie du contrat, qui suppose un accord avant même l'accord, et qui suppose le problème résolu avant même que celui-ci ne se pose. Comme l'a bien mis au jour le débat entre Habermas et Apple. Il faut déjà que l'éthique soit première pour que nous puissions parler. Il faut d'abord renoncer à la violence pour parler. La paix ne peut donc pas venir de l'accord puisqu'elle le présuppose. Il faut un accord originel avant même l'accord. Point de paradoxe de ce genre chez Girard, pour qui tout est donné en une seule fois. Cela est tout particulièrement clair lorsque Girard analyse le surgissement du signe. Pour les Derridiens qui sont aujourd'hui parmi nous et qui sont tout particulièrement habitués à écouter la philosophie, je ne peux résister à l'envie de citer une phrase de Girard qui condense tout ce que l'on peut trouver de plus traditionnel quant à une conception de l'origine. Écoutons donc ce qu'écrit Girard à propos de la première victime de substitution. Il s'agit là du premier signe symbolique jamais inventé par des hominidés. C'est le premier instant où quelque chose est là à la place d'une autre chose. C'est le symbole originaire. Il y a ainsi clairement chez Girard une certaine tentation de l'origine comme première fois. Mais nous retrouvons aussi nous retrouvons encore une fois ce fantasme de l'origine dans sa pensée de l'original. Il y a bien chez Girard une différence entre la victime et la victime de substitution. En quelque sorte donc entre une victime originale et une copie dégradée de celle-ci. C'est d'ailleurs bien le rôle du sacrifice que d'assurer que le passage de l'une à l'autre se fasse dans un déplacement qui permettra, par un choix stratégique de la victime sacrificielle,
de ne pas favoriser le retour de la violence sur la société sous la forme de la vengeance. Mais cela nous laisse aussi pressentir qu'il y a bien des différences entre les victimes originales et les victimes sacrificielles, secondes, comme le dit Girard, des victimes de rechange. Je cite, « La violence inassouvie cherche et finit toujours par trouver des victimes de rechange. » Or, cette seule expression de rechange donne bien à penser que cette victime prend la place d'une autre victime, que nous ne pouvons que dire première. Dans toute l'anthropologie girardienne, nous avons donc bien des victimes originales qui ont précédé leur copie sacrificielle et sont en quelque sorte plus chimiquement pures que leur simple copie. Cela est particulièrement clair lorsque Girard nous parle de la répétition mimétique et de la perpétuation sacrificielle du meurtre fondateur, dans lequel nous voyons se distinguer de manière explicite un événement premier et ses répétitions secondes. Je cite, « Ce don de paix retrouvé et du lien merveilleux amène aussi l'esprit primitif à répéter de façon mimétique l'événement. » Et un peu plus loin, dans la répétition superstitieuse de l'événement, une sorte de mise en scène doit s'organiser. Contre l'événement premier et pur, se met donc en place une répétition que Girard qualifie bien de répétition superstitieuse, et donc dégradée, dans une dénonciation qui pourrait presque s'apparenter à celle des groupes pratiquant les lectures littérales des textes sacrés, à la lettre, à la virgule près et dans la langue originale, pour ne surtout pas salir le texte premier. Comment ne pas voir là, chez Girard, dans cette dénonciation de la répétition superstitieuse, une certaine vision négative de la répétition contre la virginité de l'événement. Mais nous retrouvons ce fantasme aussi, et de façon peut-être encore plus paradoxale, chez Derrida. Nous n'en prendrons ici qu'un seul exemple. Nous ne pouvons qu'être surpris de lire, sous la plume de Derrida, une véritable quête d'un don pur, c'est-à-dire d'un don non réciproque. Toute la critique de Mauss qu'il développe dans Donner le temps se pose en ces termes. Le don tel que l'envisage Mauss n'est pas un don, c'est une figure cachée de l'échange, et donc du contrat, de l'économie. Et si nous nous rappelons que l'économie en tant que telle est liée à l'oikia et à la gestion de ce qui revient à la maison, rien ne peut être plus opposé au don que l'économie. Dès les premières lignes de Donner le temps, Derrida s'interroge. Mais le don, s'il y en a, n'est-ce pas aussi cela même qui interrompt l'économie, cela même qui, suspendant le calcul économique, ne donne plus lieu à un échange? Pour nous qui sommes habitués à voir Derrida penser en termes de retard, de boucle, de différence, on ne peut qu'être surpris par sa passion soudaine pour le don pur, qui exclut d'emblée toute relation circulaire. Je cite, « Si la figure du cercle est essentielle à l'économique, le don doit rester anéconomique et vise ce faisant à poser une origine unique et fixe au don. Dans cette sortie des boucles, il y a tentation de retrouver l'inconditionné et donc le commencement absolu. On ne s'étonnera donc pas qu'un des meilleurs lecteurs et critiques de Derrida, Jean-Luc Marion encore, ait placé le don, le pardon et l'abandon au cœur de toute sa phénoménologie, puisque lui aussi, pour d'autres raisons, est bien en quête d'inconditionné. Il y a ainsi chez Girard, tout comme chez Derrida, une certaine quête de l'origine, qui laisse transparaître, j'oserais peut-être le mot, quelques traces de métaphysique, encore bercées de l'illusion d'une origine absolue, c'est-à-dire sans cause, littéralement une théorie anarchique de l'origine. Bien sûr, on ne manquera pas de me faire remarquer qu'il est un peu dangereux de reprocher à Girard et à Derrida de faire exactement ce qu'ils combattent tout au long de leurs œuvres. Et en un sens, on n'aurait pas tort, puisqu'il y a bien dans un très grand nombre de leurs textes une volonté explicite de mettre à mal l'origine. Je ne prends que quelques exemples afin de montrer combien la problématique de l'origine est, dans un deuxième moment, complètement effacée par une annulation de la notion même de hiérarchie conceptuelle qui pourrait justifier une primauté, une origine. Prenons deux exemples derridiens, éloignés dans le temps.
Le premier dans ce que l'on pourrait appeler la première période Derrida, le deuxième dans un livre plus tardif. Dans la pharmacie de Platon, tout comme dans la grammatologie, Derrida se livre à une véritable déconstruction des relations traditionnelles entre communication écrite et communication orale. En s'appuyant sur le Phèdre de Platon, il montre comment la tradition a hiérarchisé ces deux modes de communication en pensant la primauté, non seulement chronologique, mais aussi logique, de l'oral sur l'écrit. De fait, nous pensons probablement tous ici que les hommes ont commencé à parler avant que d'écrire, et que l'écrit n'est apparu que de façon secondaire, comme redoublement de la parole, signe de signe. Mais à un niveau encore plus profond, Derrida montre bien que cette hiérarchie traditionnelle entre écriture et parole est structurée par toute une logique de la présence et de l'absence. Parler, c'est parler à quelqu'un qui est là, au moment où le locuteur lui-même est pleinement présent à lui. On ne parle pas à quelqu'un d'absent. Pour les absents, comme pour les morts, c'est l'écriture qui vaut. En un sens, donc, écrire, c'est toujours déjà écrire des mémoires d'outre-tombe. Pourtant, nous savons que Derrida déconstruit cette opposition, en montrant que le vrai modèle de la communication est celui de l'écriture, c'est-à-dire celui de l'absence. Et de fait, comment croire encore aujourd'hui qu'un dialogue soit une communication entre deux individus pleinement présents à eux-mêmes, alors que tout ce qui parle en nous est très précisément ce que nous ne sommes pas en propre, ou en tout cas ce qui se donne à nous selon la modalité contraire de la présence à soi, notre langue, notre éducation, notre milieu social, notre inconscient, etc. Il n'y a donc pas primauté de l'oral sur l'écrit, mais écriture généralisée, archi-écriture. Notons tout de même un point très important dans cette déconstruction derridienne. La déconstruction ici ne consiste pas à inverser l'origine et à dire, contre la tradition, que l'écriture serait première par rapport à une communication orale qui se ferait dans une présence à son tour seconde. Ce serait là encore conserver une origine, bien que renversée par rapport à ce que pense la tradition métaphysique. Par la théorie de l'archi-écriture, Derrida pose qu'il n'y a pas moins d'absence dans l'oral que dans l'écrit, sans ne jamais dire toutefois, à ma connaissance, que l'écrit précède l'oral. Je dois bien confesser ici, comme chacun d'entre nous dans cette salle, que je n'ai pas lu tout Derrida. Mais je pense en avoir lu suffisamment pour pouvoir me risquer à dire que jamais Derrida n'écrit que l'écriture serait première par rapport à une oralité seconde. Il y a ainsi annulation de la hiérarchie entre l'écrit et l'oral, et donc annulation de la possibilité même de l'origine. Nous retrouvons cette même méthode d'annulation de l'origine à l'œuvre en 2003 dans Voyou. Je rappelle que Voyou commente abondamment la fameuse expression des Rogue States, prononcée par George Bush, expression qui instaurait des États marginaux eu égard à une communauté internationale qui aurait occupé le centre donc de la vie internationale. Or, tout comme il l'a fait pour la communication, Derrida rappelle que le mot voyou provient du latin via, qui veut dire la rue, et que donc doit être considéré comme voyou le pouvoir le plus proche du pouvoir de la rue, c'est-à-dire paradoxalement celui du pouvoir de la rue et donc de la démocratie. Au sens étymologique du mot, toute démocratie est toujours déjà une voyoucratie. Si l'on décide donc que les États voyous doivent être marginalisés, il faut penser une marginalisation généralisée, une latine-américanisation du monde, tout autant des États totalitaires que des démocraties. Mais notons à nouveau que Derrida ne dit pas que les démocraties sont les vrais États voyous face à des rogue states qui ne le seraient pas. Jamais Derrida n'a fait l'éloge de la Corée du Nord ni de l'Irak de Saddam Hussein. Il se contente d'annuler la hiérarchie des voyous en montrant que les démocraties ne sont pas moins voyous que les États voyous, et donc que ce qui est pensé comme étant au centre n'est en fait pas moins marginal que les États marginaux. Nous voyons là le geste de la déconstruction derridienne, impossibilité de penser une origine parce que chaque fois que nous cherchons un terme premier, il s'avère impossible à poser. Nous pourrions montrer que nous retrouvons cela dans tous les concepts fondamentaux de Derrida,
architrace, archi-écriture, citationnalité, greffe ou encore logique de l'obséquence. Chacun de ces concepts joue contre la possibilité même de l'origine. Il en va de même chez Girard. Dans toute sa pensée du désir mimétique, nous savons que Girard a remplacé le modèle de la ligne sujet désirant, objet désiré, par l'introduction d'un tiers terme qui déplace la figure de la ligne vers celle du triangle. Le sujet ne peut désirer de façon autonome et ne peut porter son désir que sur un objet lui étant été signalé par un modèle. Le désir est toujours déjà un désir selon l'autre. Mais la force de Girard n'est pas le désir mimétique, puisque le désir mimétique reste prisonnier du cadre métaphysique en distinguant encore un modèle ayant un désir premier et un sujet désirant de façon secondaire. Dans le triangle mimétique, il y a encore une hiérarchie distinguant une origine et une copie. Je rajouterai ici que la force de Girard ne peut certainement pas être celle du triangle mimétique, pour la raison extrêmement simple que nous retrouvons ce triangle mimétique au moins chez Platon, Aristote, Hobbes, Spinoza, Rousseau et Sartre. Je ne résiste pas à l'envie, à titre d'exemple, de vous citer Éthique 3.27 de Spinoza. De ce que nous imaginons une chose semblable à nous et que nous n'avons poursuivi d'aucun affect, affectés d'un affect semblable, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. Mais justement, Girard n'en reste pas au triangle, et comme Derrida, plutôt que de renverser la hiérarchie, il l'annule dans une spirale mimétique qui a toujours déjà commencé. La force de Girard est bien celle de la spirale mimétique, qui trouble les positions et les remplace sans cesse les unes les autres en les plaçant dans un tourniquet mimétique infernal. Il y a donc bien apparemment, chez Girard et chez Derrida, deux positions quant à l'origine. Une affirmation fantasmée de l'origine, une négation argumentée de l'origine. Peut-on articuler ces deux positions? Une première option serait après tout de laisser là le problème, en pointant tout simplement une contradiction dans les œuvres. Après tout, les philosophes, pas plus que n'importe quel autre être humain, ne sont contraints d'être à 100% cohérents. Nous pourrions aussi psychologiser le problème, en montrant, comme je l'ai un petit peu fait en introduction, qu'un catholique ne peut pas renoncer vraiment à des concepts tels que ceux de création et de conversion, même si toutes ces thèses le pousseraient à le faire. De la même façon, on montrerait que Derrida, souffrant de nostalgie, ne pourrait renoncer totalement à cette idée d'une enfance idéalisée et pure, d'un commencement idéalisé. Il y a peut-être du vrai là-dedans, mais n'étant pas moi-même psychologue, il ne m'incombe pas de me livrer à de telles hypothèses. On dirait donc peut-être qu'il y a là, chez Girard et Derrida, quelques caractères irrationnels, qui consistent à, dans un seul et même geste, affirmer quelque chose et pourtant le nier. Ce serait bien mal connaître la rationalité, puisque je rappelle amicalement à mes amis derridiens et girardiens que ce double geste d'affirmation et de négation de l'origine en même temps se retrouve chez un auteur qui est le cœur même du rationalisme et qui passe aussi pour être l'adversaire le plus féroce et de Derrida et de Girard, c'est-à-dire Descartes lui-même. Vous vous rappelez probablement, comme l'a bien montré Jean-Luc Marion, que le cœur de toute la théorie cartésienne est sa théorie de la création des vérités éternelles. Or, nous voyons bien dans cette expression « création des vérités éternelles », dans un seul et même geste, la position d'une origine, par le concept de création, et la négation d'une origine, par le concept d'éternité. Il est donc tout à fait possible de tenir en même temps une création et la négation de sa création. Et pour terminer, je vous propose de le faire avec le modèle suivant. Prenons l'exemple incontestable d'une première fois. La première élection, par exemple, de Barack Obama en 2008. Vous m'accorderez tous que nous avons bien là une première fois. Le premier président afro-américain des États-Unis d'Amérique. Et vous m'accorderez aussi tous que ce fut un véritable événement. D'ailleurs, la couverture médiatique de l'événement fut supérieure à celle des attentats du 11 septembre 2001.
mais paradoxalement inférieure à celle de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Or, vous vous rappelez probablement d'un fait extrêmement frappant dans la cérémonie d'investiture. Le 20 janvier 2009, Barack Obama s'était tout simplement trompé lors de la prestation de serment. En raison de l'adverbe « faithfully », mal placé dans la phrase du juge qui lui faisait face, Obama avait hésité, s'était repris, mais n'avait pas prononcé la phrase exacte telle que le stipule le protocole et le texte constitutionnel. Bien sûr, en raison de la grande difficulté d'organisation de la cérémonie, tout avait continué. Il était hors de question de stopper le timing. Mais nous savons néanmoins que le soir même, le juge s'était déplacé à la Maison-Blanche pour refaire prêter serment à Obama en lui demandant de citer la phrase exacte, afin que sa prestation de serment soit constitutionnellement inattaquable. On peut d'ailleurs se demander si, entre ces deux prestations de serment, Barack Obama était vraiment président des États-Unis d'Amérique. Je vois dans cette anecdote le paradigme même du problème de l'origine tel que je l'évoquais chez Girard et Derrida. Obama a dû faire face au problème suivant. Nous ne pouvons pas choisir entre l'affirmation d'une origine et sa négation, pour la simple raison que, comme nous le montre l'exemple d'Obama, l'origine événementielle ne peut elle-même avoir lieu que par et dans une répétition. Et que, tout en étant originelle, elle ne peut pas être originale. Je termine immédiatement. Ce serait là alors la position de deux pensées, celle de Derrida et de Girard, qui sont deux pensées complètement ritualisées. Et de fait, nous savons combien Girard s'est intéressé au rite, mais aussi combien Derrida s'est intéressé au rituel, puisqu'il a toujours rêvé d'écrire une immense histoire de la circoncision. Dans cette pensée complètement ritualisée, c'est probablement les rituels esthétiques, comme les concerts ou les pièces de théâtre, qui devraient nous servir de modèle pour penser Girard et Derrida. Puisque nous disons bien au théâtre et au concert que les répétitions ont lieu avant la première. Certes, les pièces de théâtre connaissent des répétitions, mais elles sont toujours... certes, les pièces de théâtre connaissent des premières, mais elles sont toujours précédées par de nombreuses répétitions. Dans la logique de l'événement ou de l'origine, la répétition n'est pas ce qui a lieu après, mais bien ce qui a lieu avant. D'abord, on répète. On se souviendra d'ailleurs de façon paradigmatique des dernières paroles de Molière prononcées en scène quelques heures à peine avant de mourir. Molière, en arguant, se demandant « N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort ? À coup sûr, il y en a un. » Parce que comme nous avons essayé de le voir dans la conception paradoxale de l'origine chez Derrida et Girard, la copie est ce qui précède toujours l'original. Mais il faudrait alors se demander si paradoxalement, au cœur même de cette théorie ritualisée de l'origine, Girard et Derrida ne rejoignent pas, une fois de plus, la philosophie la plus traditionnelle et la plus ancienne, celle pour laquelle le philosophe est celui qui ne cesse, toute sa vie durant, de répéter sa mort. Je vous remercie. Merci. Merci, c'est bon. J'ai éteint le micro. Alors merci Stéphane. Il reste au moins 10 minutes pour des questions, discussions, controverses, accords, polémiques. Soit à Benoît, soit à Stéphane. Moi j'ai une remarque. Benoît, il emploie ce mot hanté. Derrida hanté, surtout Girard hanté. Vous parlez de hantise, de fantasme. Est-ce qu'on est dans un film d'horreur, un film d'épouvantail?
trouve ces expressions dramatiques un peu précieuses, spectaculaires. Voilà, c'est une remarque simplement pour laisser du temps aux autres, n'est-ce pas, de réfléchir, de réagir, participer, voilà. Alors c'est François-David Sébat. Merci. Du coup, je voudrais poser une question ponctuelle à Stéphane Pinello. Juste à propos, très délimité, à propos de ce que vous avez dit sur le don pur et sur ce qui pourrait sembler étonnant, sur la restauration finalement d'une espèce d'axiomatique de la pureté et donc de la première fois de l'origine chez Derrida, ce qui serait effectivement étonnant, mais il y a à se prononcer par ailleurs de cette logique. J'ai une petite résistance sur cette interprétation. Effectivement, il y a bien l'emploi du terme de la pureté, hein, qui est tout à fait paradoxal sous la plume de Derrida, mais en même temps, quand même, ce vers quoi ça renvoie, et vous l'avez bien dit, quand il s'agit de casser les symétries, de casser la circularité, ça renvoie plutôt à un horizon lévinassien, à ce qui, par ailleurs, chez Derrida, va être pensé comme de l'incalculable, de l'irrécupérable. Donc, il me semble que ce n'est pas exactement le même philosophème, qu'il n'est pas si étonnant que cela, que le penseur de la critique de la métaphysique de la présence comme origine pleine soit aussi le penseur de l'incalculable. Et que premier ici renvoie plutôt derrière ces mots effectivement un peu trompeurs, premier, pur, vers le registre de l'incalculable plutôt que de la présence pleine. Ma question, du coup, renvoyant derrière cela vers le lien que vous faites avec Marion, parce que effectivement, ça, c'est comme ça que Marion lit les choses. Et je ne suis pas sûr que ce soit s'il y a vraiment dans Derrida. Voilà. Alors, tout d'abord, Lévinas, oui, bien sûr, mais on oublie quand même, peut-être un peu vite, que Derrida a été extrêmement sévère avec Lévinas. Que ce soit Violence et métaphysique, par exemple, ou même le livre qu'il consacre à Lévinas, dire que je ne suis pas sûr que l'on puisse tracer comme ça un lien aussi évident et aussi, disons, enfin, ce lien existe, évidemment, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien direct Derrida-Lévinas. Ce qui m'intéresse évidemment dans le don, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec cette idée que Derrida déconstruit bien l'origine qu'on présente. Hein, ça on est évidemment d'accord là-dessus. Ce qui est quand même surprenant, c'est pourquoi Derrida s'intéresse à ce don pur. C'est-à-dire parce que s'il y a bien un philosophe qui ne devrait absolument pas s'intéresser à ça, c'est bien lui. Et d'ailleurs, je pose cette question parce que c'est un petit peu la question que m'y pose Marcel Hénaff dans un livre qui s'appelle, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Le don des philosophes, dans lequel Marcel Hénaff dit clairement, bon, je comprends, enfin il le dit pas tout à fait comme ça, mais en gros comme ça, je comprends que Jean-Luc Marion ait pu se tromper. Je comprends même que Lévinas ait pu se tromper. Mais quand même, Derrida, c'est absolument incompréhensible. Parce que lui, qui est tellement obsédé par les boucles, les revenants, les spectres qui s'attardent, etc., il devrait s'intéresser bien plus au don selon Mauss qu'au don pur et au don inconditionnel. Et pourtant, il rédige bien tout un livre sur ce thème-là. Possible, en fin de compte, l'hospitalité conditionnée. Alors, c'est pas tout à fait la même approche, puisque je ne sais pas s'il y a un don conditionné, mais ce don pur est une figure, en fin de compte,
de l'inconditionnalité, de l'hospitalité absolue que l'on sait impossible dans les faits, mais qui nous guide pour qu'elle ait quand même mieux cette conditionnalité, enfin cette hospitalité ponctuelle, mais toujours exigeante et à venir. Et en saisissant le don, pour qu'il y ait lieu, effectivement, il ne faut pas qu'il échange, sinon on rentre dans un calcul. Donc, en fait, on ne sait pas si le don a lieu, mais s'il a lieu, il aura lieu dans cette pureté un peu indécidable. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut faire du don, c'est ce qu'il dit, sans qu'il y ait conscience de ce geste du don. Le don vient au-delà même des sujets, au-delà même de la rencontre peut-être. C'est ça qu'il entend par pureté, qui est possible. Je ne crois pas que ce soit une sorte de contradiction en soi de cette pensée déridienne. Alors bon, je crois quand même que la question de l'origine est beaucoup plus essentielle à la pensée chrétienne que je connais beaucoup moins de Girard. Et en ce qui concerne effectivement une répétition originaire dans le statut d'écriture chez Derrida, on a effectivement une sorte d'écriture qui rend possible toutes les différences. On le sait, l'archi-écriture qui peut être d'origine, il est bien évoqué, mais on a aussi peut-être, pour ce qui est de l'événement, on n'est pas sûr, on sait que Derrida c'est un événement, et je ne vois pas, il y a l'événement heideggérien qui est quand même derrière, c'est peut-être pas un événement premier d'initiation de révélation monothéiste. Mais on a, on va voir en fin de compte cette répétition tout à fait extraordinaire qu'aurait pu être Derrida, de l'instauration du mandat de Barack Obama, son établissement officiel, c'est toute la question du performatif, qui lui aussi ne peut exister qu'avec un risque d'échec. C'est-à-dire qu'en fait, on a une pureté des conditions de l'échec. Parce qu'il a été essayé de découvrir évidemment cette performativité, mais c'est aussi ça qui est un peu à l'arrière-plan en français, une pureté de performatif impossible, et d'une certaine manière, de l'échec comme condition de possibilité, qui crée la répétition. Je pensais aussi à ce qu'il disait de la création des États-Unis, d'une certaine manière, dans un texte sur Nietzsche et sur la déclaration d'indépendance. Donc c'est l'autobiographie OTO, l'oreille qui est là, et qui montre effectivement qu'il a fallu signer pour s'instaurer. Il a fallu que les constitutions soient écrites et signées avec un moment d'indécidabilité. À quel moment les États-Unis naissent, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est un peu dans cet espace-là, je crois qu'on peut penser l'événement qui est pur dans une extraordinaire impureté, puisqu'il est insaisissable. Il est toujours répété, il est toujours secondaire. Enfin, c'est simplement pour reprendre un peu les choses dans cette logique. Bonjour, aux trois intervenants. Je voudrais avoir j'aimerais avoir de votre part quelques précisions sur la position, alors Stéphane plutôt, quand vous dites que Descartes est adversaire à la fois de Girard et de Derrida. J'avoue que j'ai été un peu choqué. Ah non, pourtant je pense que s'il y a bien un philosophe duquel on pense spontanément que et Girard et Derrida devraient être adversaires, c'est bien Descartes. En tout cas, évidemment, je ne sais pas si on peut dire comme ça Descartes, parce qu'il n'existe que des lectures de Descartes. Hein, mais si on prend une vision extrêmement, disons, traditionnelle de Descartes, bien Descartes, c'est bien quand même le penseur de l'origine. C'est bien l'ego cogito, il est bien originaire. Alors, je sais que Marion démontre le contraire pour des raisons qui lui sont propres, mais quand même, enfin, si on pense le Descartes traditionnel, c'est bien le Descartes du sujet pleinement présent à soi, au moment même où il se découvre. Enfin, c'est vraiment le paradigme de ça, quand même, Descartes. Alors, bien sûr, moi, si j'ai essayé d'introduire Descartes ici, c'est justement parce que Marion nous a montré qu'en fait, il y a chez Descartes le contraire même de ça, et que le sujet ne se découvre que dans un dialogue avec un Dieu qui toujours déjà le précède, et que c'est uniquement une réponse. Oui, mais il y a probablement beaucoup de cartésiens qui n'accepteraient absolument pas cette lecture de Marion, et qui tiendraient extrêmement ferme sur l'idée que non, que le sujet est bien premier.